Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du mercredi 2 décembre. Une chaloupe à vapeur du 19e siècle prend forme du côté du chantier naval Mayora à Rolle. Joël Brunner nous emmène découvrir Jean-Philippe Mayora et son équipage. En sport, rencontre avec Malika Gobet, la nageuse du cercle des nageurs à Nyon, a remporté récemment ses premiers championnats de Suisse élite. Prochain objectif, les Jeux Olympiques à Tokyo. En culture, nous donnons la parole à l'association Action Intermittence qui lutte aujourd'hui plus que jamais pour le statut social des artistes et notamment des indépendants. La culture n'est pas un luxe et elle le fait savoir. Plus de 2000 heures de travail seront nécessaires pour reconstruire une chaloupe du 19e siècle du côté du chantier naval Mayora à Rolle. Grâce au don d'un particulier, Jean-Philippe Mayora et son équipage se sont lancés le défi de reconstruire un modèle identique au bateau qui sillonnait autrefois le Léman. Joël Brunner nous emmène sur le chantier. L'association Chaloupe à vapeur a été créée en début d'année 2020 et cette association accompagne la reconstruction d'une chaloupe qui date de la fin du 19e siècle. Cette chaloupe est arrivée ici au chantier Mayora grâce au don de son dernier propriétaire qui, étant très âgé, n'avait plus la possibilité de l'entretenir correctement. Malheureusement, lorsque la chaloupe est arrivée, elle était dans un très mauvais état et il n'était pas possible de la reconstruire, de la réparer. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de la reconstruire. C'est mon chantier qui réalise ce travail dans sa première partie. Et je travaille avec un ouvrier et 2 apprentis. Donc on a une petite équipe qui travaillons à la construction de la chaloupe et on aura des bénévoles qui vont aussi participer, des membres de l'association qui vont participer surtout dans sa phase finale où on va devoir faire des aménagements, toutes sortes de pièces en bois qui ne nécessitent pas une grande connaissance en matière de construction navale à proprement parler. Nous avons néanmoins un bénévole permanent, quasiment, la personne de Claude Rosset, qui est membre de l'association et qui lui-même est ébéniste et qui voulait participer de bout en bout à ce projet. Nous nous sommes évidemment basés sur les restes du bateau ancien, qui est arrivé là il y a environ 5 ou 6 ans. Ce bateau était intéressant par son ancienneté, par sa rareté, par sa typologie assez particulière. Et donc à cette époque, j'en ai fait un relevé. Donc j'ai relevé le plan du bateau sur la bête, si on veut bien, d'après l'original, en essayant de compenser toutes les déformations de cette coque très usée par les temps et aussi par de nombreuses interventions qui ont eu lieu autour des 120 ans de sa carrière. Et donc j'ai reconstitué le plan du bateau, j'ai documenté la manière dont ce bateau était construit, quelles essences de bois étaient utilisées, comment les choses avaient été mises en œuvre, dans le but de le reconstruire de façon fidèle. L'objectif, au-delà de la reconstruction, c'est bien sûr de permettre à ce patrimoine, non pas d'être dans un musée ou dans un dépôt, mais bien d'être sur l'eau et de permettre d'accueillir de nombreuses personnes pour pouvoir naviguer avec elle. L'origine de cette chaloupe à vapeur était une chaloupe pour le plaisir, pour la promenade. On entend, dans le cadre de cette association, reprendre et conserver cette activité de promenade sur le lac. L'objectif financier de cette opération est d'environ 230 000 francs pour réaliser aujourd'hui la construction de cette chaloupe à vapeur. Nous avons déjà pu obtenir plus de la moitié de cette somme et grâce à des institutions comme la Loterie Romande ou comme la Fondation Boll, mais aussi, et il faut le souligner, grâce à la très bonne générosité des membres de l'association, puisque plus de 13 000 francs ont pu être récupérés grâce aux cotisations et aux dons des membres de l'association. Je vais prendre ma retraite dans 2 ans, donc tant que j'ai mon atelier, j'avais envie de faire un travail un peu plus consistant que ce qu'on nous demande d'habitude. On travaille pour une nombreuse clientèle qui nous demande des réparations, des travaux d'entretien, des choses qui nous font vivre. Mais la construction, c'est évidemment ce qui est le plus intéressant à faire pour un constructeur. Et par le passé, on avait quand même chaque hiver presque un petit canot à construire. Puis là, ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on n'a plus de commandes. Donc c'était aussi intéressant par rapport à mes apprentis qui font une formation dont j'espère qu'elle sera la plus complète possible. C'est important
pérenniser ce savoir par la transmission. Alors, il n'y a qu'en construisant qu'on arrive à se mettre dans la peau du constructeur. C'est assez compliqué, je dois dire que je me fais un peu je ne veux pas dire des cheveux gris parce que j'en ai plus beaucoup, mais c'est une forme assez difficile à réaliser. Les formes sont un peu torturées à l'arrière. J'ai jamais fait ce genre de bateau-là. Ça pose des tas de problèmes. Je ne dors pas toujours très bien toutes les nuits, mais ça fait partie du plaisir. À seulement 16 ans, la nageuse Malika Gobet a remporté à Sion ses premiers championnats suisses de natation, rencontre avec celle qui a dans un petit coin de sa tête les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors ici, on est au milieu d'un champ déjà parce que j'habite à Cran-Près-Séligny et que c'est en pleine campagne. Et je m'apprête à faire mon entraînement. Les piscines avec le Covid, c'est un peu compliqué. Alors on fait avec ce qu'on a. Maintenant, je fais beaucoup de conditions physiques chez moi. J'essaie d'en faire tous les jours, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis je varie aussi, je vais courir un peu pour garder de l'endurance. Je fais un peu de tout. Mon objectif à Sion, c'était de faire des podiums aux 50 et 100 dos. La première place, deuxième place, c'était égal, mais je voulais faire un podium. Mieux que l'année passée, parce que l'année passée, j'ai fait 3e 2 fois. Du coup, cette année, je voulais faire mieux. Alors, ces 2 victoires, elles me font très, très plaisir. C'était un week-end très spécial, parce que c'est surtout la récompense de tout ce que j'ai fait déjà pendant le confinement. J'ai pas rien fait pendant le confinement, je me suis beaucoup entraînée à sec. Et je suis aussi allée nager chez mes voisins, qui ont une piscine de 18 mètres et qui ont été très sympas de m'accueillir chez eux, qui ont chauffé la piscine pour moi même. J'ai amélioré mes temps par rapport à l'année passée. Ça, je suis très contente. Mais ce qui est un peu dommage, c'est sur le 100 dos. La course du matin et la course de l'après-midi, elles devraient être mixées pour faire la course parfaite. Parce que le matin, je ne suis pas partie assez vite, mais je suis revenue extrêmement bien. Et l'après-midi, j'ai fait l'inverse. Et puis, sur le 50, ça se passe toujours bien. C'est comme ça. Hop, hop. Tu as maintenant tes 2 titres de championne suisse. Tu peux voir la suite de manière positive avec notamment un petit objectif dans le coin de ta tête, les Jeux Olympiques à Tokyo. Est-ce que ça t'occupe souvent l'esprit, ça? Oui et non. Parce que oui, il est dans un coin de ma tête, cet objectif reste dans un coin de ma tête, mais ce n'est pas mon objectif principal. Si j'y arrive pas cette année, c'est pas grave, j'y arriverai dans 4 ans. Alors mes autres objectifs, ce sont les Euro Juniors. Déjà, j'aimerais bien pouvoir faire un podium aux Euro Juniors, parce que c'est super dommage, cette année, ils n'ont pas eu lieu justement à cause du Covid. Du coup, cette année, c'est ma dernière année où je vais pouvoir y participer et j'espère pouvoir faire un podium. Et après, il y a les championnats d'Europe élite, si on peut dire ça comme ça. C'est toutes catégories confondues et c'est peut-être possible d'y aller. La culture n'est pas un luxe. Mardi, des représentants des métiers et des arts de la scène ont mené une action symbolique devant le Grand Conseil vaudois. Ils réclament la réouverture des théâtres, des cinémas et des autres lieux culturels d'ici le 4 janvier. Aujourd'hui, sur notre plateau, on donne la parole à l'association Action Intermittence. Fabienne Abramovic, vous en êtes la directrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un message fort à faire passer. Plusieurs combats tout au cours de ces derniers mois. Aujourd'hui, le plus fort, il se passe au niveau du Parlement, une motion qui a été déposée.
Voilà, exactement. Ça fait 9 mois que nous y travaillons avec la Task Force nationale, toutes les organisations professionnelles, syndicales et toutes les organisations qui soutiennent la culture au niveau suisse. Donc elles sont nombreuses. Elles sont en Suisse allemande, elles sont en Suisse romande et en Suisse tessinoise. Donc c'est un mouvement puissant. Ça fait 9 mois que nous y travaillons. Et puis, nous avons travaillé aussi avec des parlementaires, notamment le conseiller national Christian D'Andrès, qui porte cette motion conjointement au Parlement. Donc, c'est des forces à la fois avec les organisations professionnelles et des forces aussi au niveau parlementaire, puisque les votes se passent avec nos élus et nos conseillers nationaux, avec la Chambre, les 2 chambres. Le national et le Conseil des États. Et en ce moment même, depuis hier, 2 grandes actions en fait, que nous avons portées depuis de longs mois, qui sont pour les contrats. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Alors, il y a 2 choses en tout cas, mais il y en a parmi celles-ci, il n'y en a que 2 en fait pour l'instant. C'est les RHT avec les contrats à période déterminée, c'est-à-dire de soutenir les employeurs qui, en cas de cessation d'activité, puissent démarcher auprès des RHT, donc du chômage, pour pouvoir dédommager les contrats à période déterminée. Ce sont des contrats qui protègent un tout petit peu plus, et c'est les contrats qu'on nomme des intermittents et des intermittentes du spectacle et de l'audiovisuel. Ça, c'est une chose, c'est très important. Et puis l'autre chose, c'est cette motion qui protège les salariés dans la durée, puisqu'en fait, ces contrats sont courts. On peut s'imaginer que la fragmentation du travail, plus l'éboulement au fur et à mesure des mois, des possibilités d'obtenir des contrats, provoque une grande précarité pour les salariés aussi. Alors, il y a les indépendants et indépendantes qui ont un statut spécifique et différent que les intermittentes qui ont un statut singulier spécifique dans l'assurance chômage. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on ressent qu'il y a urgence, un besoin du côté de la culture de retourner sur scène, une situation qui est évidemment précaire. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour être autant dû et pour faire en sorte que les choses bougent, selon vous ? Vous savez, la politique, d'abord, c'est toute une mise en œuvre démocratique, tout un processus. Ensuite, il y a eu quand même une sidération au mois de mars, tout était gelé. Il faut remarquer que les acteurs et actrices culturelles ont respecté vraiment de manière assez forte toutes les consignes, avec beaucoup de respect. Les institutions ont travaillé sur des plans sanitaires déjà dès le mois de juin, alors qu'il n'y avait pas encore des protections financières suffisantes. En septembre, la loi Covid d'urgence 2019 propose des mesures, mais qui sont de toute façon pas adéquates. Et en octobre, de nouveau, refermeture. C'est extrêmement violent, extrêmement grave. Pourquoi est-ce que ces mesures Covid, justement, ne sont pas adéquates? On a l'impression qu'il y a plusieurs réalités dans le milieu culturel et c'est finalement une cohérence, un ensemble qui manque. Alors, c'est simplement que structurellement, au niveau de l'organisation, nous avons les institutions, les entreprises culturelles et les associations, les troupes et les compagnies, qui, elles, démarchent aussi pour obtenir des subventions. Donc, les institutions culturelles ou entreprises culturelles ne sont pas elles-mêmes forcément les employeurs. Quand on parle des théâtres, elles font appel à des troupes qui, elles, sont officiellement au niveau statutaire des employeurs. Et puis ensuite, il faut pouvoir administrer, pas seulement aux institutions culturelles, des mesures qui tiennent compte des individus, c'est-à-dire des indépendants et indépendantes et des salariés. Donc en fait, ça, c'est 2 statuts qui demandent vraiment des mesures tout à fait spécifiques au niveau du code des obligations du travail. Et c'est là où il y a eu une très grande confusion, même sémantique, des indépendants. Non, ce n'est pas seulement des institutions, parce qu'on le confond souvent, indépendants liés à l'indépendance hors institution. En fait, au niveau du statut du Code des obligations du travail, nous avons des indépendants et indépendantes et nous avons des salariés. Pour l'instant, les indépendants et les indépendantes sont maltraités et les salariés, indépendants des institutions, etc., sont tout simplement pas traités. Ouais, c'est vrai que cet environnement économique au niveau de la culture, on n'en a pas l'habitude d'en entendre parler. Quelle est la valeur économique de la culture en Suisse ?
Alors ensuite, elle est extrêmement puissante puisqu'on a eu des statistiques qui sont sorties puisque ça représente plusieurs milliards. Donc il faut savoir qu'un franc donné à la culture en ramène 4 sur le terrain. C'est-à-dire que l'importance de la culture permet aussi à tous les secteurs autour, que ce soit les commerces, l'hôtellerie, le tourisme, les voyages, etc., de pouvoir fonctionner. Donc en fait, un artiste produit une chaîne de conséquences économique extrêmement important dont on oublie souvent que ce n'est pas seulement un bien collectif, mais il profite à l'ensemble, pas seulement en termes de biens, vous voyez, c'est aussi une richesse économique importante pour notre pays. Ouais. Derrière nous, des images de votre comité, un message aussi à faire passer, la culture est un métier, c'est ça le résumé finalement de nos propos aujourd'hui. La culture est un métier et la culture n'est pas un luxe. Et puis, elle est composée de différents corps de métier. Il y en a plus de 900, plus de 1000. Alors là, vous avez des représentants et représentantes de tous nos métiers. Il y a la musique, il y a la danse, les chorégraphes, les musiciens, les cinéastes, les administrateurs et administratrices qui sont venus, techniciens, techniciennes, qui ont travailler ce clip avec l'association. Aujourd'hui, le plus gros besoin, qu'est-ce qu'il faut que ça change rapidement, là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que les autorités doivent comprendre? La protection sociale des artistes et des acteurs culturels, c'est fondamental. Alors nous sommes en marche parce que même si nous n'obtenons pas gain de cause avec cette motion, on a travaillé pendant de longs mois avec toutes les associations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la retraite, un artiste sera forcément aux prestations complémentaires, qu'il soit indépendant ou salariés, parce que la fragilité sur le secteur de l'emploi est extrême puisque c'est toujours des mandats courts. À partir du moment où il n'y a que quelques contrats dans l'année, on peut s'imaginer ce que ça donne pour un homme et pour une femme après 44 ans d'exercice. Eh bien, c'est les prestations complémentaires. On sait que le niveau de vie, de salaire ou de mandat est extrêmement faible. Voilà. Fabienne Abramovic, directrice du comité Action Intermittence, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du mercredi 2 décembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.